prévention, ça veut dire avoir des techniques de déviation testées qui nous permettent de nous dire qu'une fois qu'on a anticipé une menace et qu'on sait que ça va arriver, on est capable de l'éviter. D'ailleurs, la NASA m'avait suggéré d'organiser la conférence de défense planétaire qui a lieu tous les 2 ans à Nice au moment du passage d'Apophis, et d'ailleurs c'est toujours dans les cartons. Et donc, pour la première fois, l'être humain observait une collision. Mon rêve, c'est de voir un enfant en train de regarder l'image de la lumière de l'astéroïde et puis sur son téléphone ou son écran ou sur un grand écran, de voir l'astéroïde lui-même. Vous écoutez Intervalle, un podcast proposé par le service Sciences et Société d'Université Côte d'Azur qui part à la rencontre des chercheuses et des chercheurs. Bonjour Patrick, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast nous partager tes recherches. Avant que tu nous racontes les aventures spatiales sur lesquelles tu travailles, est-ce que je peux te laisser te présenter ? Oui, alors donc je suis Patrick Michel, je suis astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, membre de l'Université Côte d'Azur et spécialiste des astéroïdes. Je suis aussi responsable scientifique de la mission spatiale ERA de l'Agence spatiale européenne qui contribue au premier test de déviation d'astéroïdes avec la mission DART de la NASA, et je suis responsable scientifique du rover IDEFIX, qui est un petit rover développé par l'Agence spatiale française, le CNES, et l'Agence spatiale allemande, le DLR, et qui va être à bord d'une sonde qui s'appelle MMX de l'Agence spatiale japonaise, on pourra en reparler. Quand on entend parler de tests de déviation d'astéroïdes, on pourrait avoir l'impression d'être dans un film de science-fiction. Pourtant, c'est bel et bien l'un des sujets sur lesquels tu travailles pour que les générations futures puissent se préparer au cas où un astéroïde ferait route de collision avec la Terre. Est-ce que tu peux nous dire si aujourd'hui on a une bonne connaissance des astéroïdes gravitant autour de nous et si certains présentent un danger ? D'accord. Alors, on va voir d'ailleurs que la réalité a été encore meilleure que la fiction. On est allé plus loin que tous les films de science-fiction. On a même évité de sacrifier Bruce Willis comme dans Armageddon. Donc, vous allez voir que c'est assez génial. Alors d'abord, la bonne nouvelle, c'est que on n'a aucun risque identifié pour l'instant d'impact d'astéroïdes. De tous les objets qu'on connaît, il n'y en a aucun qui nous menace. On va voir qu'il y a une partie qu'on ne connaît pas et les probabilités restent faibles. Alors en fait, les astéroïdes, la plupart sont entre Mars et Jupiter, sont des restes des briques qui ont formé les planètes, puisqu'il y a 4,567 milliards d'années, notre système solaire était notre jeune soleil entouré d'un disque de gaz et de poussière. Et en fait, ces poussières ont commencé à s'agglomérer pour former des planètes, mais une partie d'entre elles a grossi pas jusqu'au stade d'une planète et s'est parquée entre Mars et Jupiter. Bon, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, mais en gros, le schéma, il est celui-là. Et surtout, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je veux remonter le temps et comprendre comment les planètes se sont formées, avoir la recette de cuisine qui me permet de fabriquer notre système solaire, il faut que je parte des bons ingrédients, de la bonne composition. Et il se trouve que dans les planètes, cette composition s'est transformée chimiquement parce que les planètes sont grosses, donc elles ont chauffé, le matériau s'est transformé, et donc en analysant le matériau terrestre, on n'a pas accès à la composition originelle. Et les astéroïdes sont suffisamment petits pour justement ne pas avoir subi ces processus d'échauffement, et donc ils ont gardé la mémoire de la composition initiale du système solaire. Donc ça la raison scientifique pour laquelle on les étudie, il y en a d'autres, mais c'est celle-là. Et ces objets qui sont entre Mars et Jupiter subissent des collisions les uns avec les autres et de temps en temps sont mis sur une zone instable qui les fait passer d'une trajectoire circulaire entre Mars et Jupiter à une trajectoire qui s'allonge petit à petit pour croiser la Terre. Et à partir de là, ils deviennent ce qu'on appelle les géocroiseurs, qui sont cette population qui, de temps en temps, entre en collision avec une des planètes ou la Lune d'ailleurs. Donc c'est cette sous-population qui est nourrie par les collisions et les mécanismes d'instabilité dans la ceinture des astéroïdes, eh bien on l'étudie avec les télescopes terrestres en particulier, qui essaient d'en faire l'inventaire. Alors il y a toute une histoire que je raconte dans mon livre sur comment ces études de défense planétaire ont commencé, parce que déjà, il faut savoir que le fait que des objets rentrent en collision avec la Terre n'était pas une évidence pour la communauté scientifique avant l'envoi des astronautes sur la Lune. Alors quel est le lien avec les astronautes sur la Lune ? C'est en fait parce que avant qu'ils aillent sur la Lune, la majorité des scientifiques pensaient que les cratères que l'on voit sur la Lune sont des volcans. Et donc, du coup, comme sur Terre, c'est très difficile d'identifier les cratères, on en identifie quelques-uns, mais du coup, on n'a pas accès aux fréquences d'impact parce qu'on a l'atmosphère, on a la tectonique des plaques, on a 2 tiers d'eau, donc on ne peut pas faire l'histoire des impacts passés.
On se disait, oui, bon, peut-être ça a quelque chose. Et en fait, tous les cratères qu'on voit sur la Lune, c'est vrai que si on commence à dire que c'est des collisions, on commence à dire, ah ouais, c'est quand même un phénomène qui existe. Mais à l'époque, comme les cratères sur la Lune sont tous circulaires et qu'on n'avait pas compris comment fonctionne l'impact d'un objet sur une planète, eh bien, on avait dit, ben non, il n'y a pas de raison qu'il soit circulaire, puisque quand un objet tape, il tape à n'importe quel angle, il arrive à n'importe quel angle. Donc, s'il arrive avec un angle non vertical, il doit faire un cratère qui est allongé. Ça ne doit pas être circulaire. Il devrait y avoir des cratères dans toutes les directions. En fait, il n'avait pas compris qu'un impact aux vitesses mises en jeu, qui sont des dizaines de kilomètres par seconde, des dizaines de milliers de kilomètres heure, eh bien, l'objet explose. Et quand on explose dans tous les sens, et donc on est circulaire. Donc, quand les astronautes ont ramené des échantillons de la Lune, ils ont pu constater avec l'analyse d'échantillons, en tous les cas mes collègues cosmochimistes, qu'il n'y a pas de volcanisme récent sur la Lune. Et que donc ces cratères sont des cratères d'impact. Et en recensant les cratères, en les datant, en faisant un peu la chronologie, on s'est aperçu qu'on avait un taux d'impact dans le système solaire interne, et ce qui vaut pour la Lune vaut pour la Terre, qui est en nombre constant. Et la fréquence d'impact dépend de la taille de l'objet. Donc, comme on a moins de gros objets, et c'est heureux que de petits, les fréquences d'impact des objets plus gros sont plus faibles que les fréquences d'impact d'objets plus petits. Et donc, à partir de là, eh bien, il y a eu des discussions de scientifiques pour se dire il faut peut-être s'en préoccuper. En plus, on a identifié le cratère dans le golfe du Mexique, au Chicxulub, le cratère de Chicxulub qui est enfoui, qui fait 180 km de diamètre, qui serait à l'origine de l'extinction des dinosaures, donc daté à l'ère Crétacé-Tertiaire. Donc, on commençait à se dire, là, on a quand même un phénomène qui est plus important qu'on aurait pu le penser à une époque. Et c'est vraiment à partir des années 80, je dirais même 90, que cette thématique a commencé à émerger dans la tête de certains scientifiques, et pas tous, parce que au départ, il y avait un fort lobby militaire pour s'occuper de ce risque-là, parce qu'il y avait des problèmes de budget, et donc certains scientifiques ont commencé à s'en écarter en disant on donne des excuses aux militaires. Alors pour la faire courte, tout ça est dans mon livre, mais en gros, à la fin, c'est les militaires qui s'y sont pas intéressés et qui ont refilé le bébé à la NASA, parce que quand ils ont vu qu'en fait les budgets nécessaires pour s'en préoccuper sont bien moins importants que ceux qu'ils peuvent avoir avec des porte-avions, des armes, ils se sont dit c'est peut-être pas la peine de s'en occuper, ils ont refilé le bébé aux scientifiques. Donc voilà, donc ça a commencé comme ça. Et en fait, c'est quand même resté à l'étude de discussion, au stade de discussion entre scientifiques. Puis c'est en 1994 qu'il y a eu un événement qui a vraiment été celui qui a fait prendre conscience que ça se produisait, qui est l'impact de la comète Shoemaker-Levy avec Jupiter en juillet 1994. Et ça, c'est un événement dont tu te souviens ? Ah oui, absolument. Alors moi, j'étais en DEA à l'époque, c'est l'équivalent du Master 2 maintenant. Et on savait qu'en juillet 1994, 21 fragments de cette comète allaient entrer en impact avec Jupiter. Pourquoi 21 fragments ? Parce qu'elle était passée quelques années avant, à côté de Jupiter, et les effets de marée dus à la planète, qui sont les mêmes effets qui font bouger les océans avec l'effet combiné de la Lune et du Soleil. Donc les effets de marée, la comète étant très peu dense, l'avait déchirée en 21 morceaux. Et on avait donc calculé que ces 21 morceaux devaient revenir taper Jupiter en juillet 1994. Et donc, pour la première fois, l'être humain observait une collision. Parce que pour l'instant, on avait des traces. Et on sait très bien dans la vie que si on ne fait pas sa propre expérience de quelque chose, on la prend moins en considération. Là, on voyait un corps taper Jupiter et laisser des traces de dimension terrestre sur l'atmosphère de Jupiter sur 7 jours. Et donc, à partir de là, il y a eu le Conseil européen s'est réuni à voter une résolution pour faire face au risque de l'impact. Alors, c'était resté au niveau de l'intention. Évidemment, il n'y avait pas de budget ni rien, mais déjà, ça commençait. Et ensuite, le Congrès américain, en 1998, a demandé à ce que la NASA répertorie tous les objets potentiellement dangereux plus grands que 1 km de diamètre en 10 ans. Alors, pourquoi 1 km ? Parce que, selon nos estimations, c'est le seuil de taille au-delà duquel, peu importe où l'objet tombe, ça crée des dommages à l'échelle du globe terrestre. Donc du coup, et puis c'était faisable avec les télescopes terrestres de l'identifier. En fait, il faut se dire que pour ce risque-là,
on va parler des fréquences d'impact, mais qui est à très faible probabilité, mais certes à haute conséquence, on a une chance, c'est que tout ce qu'il faut faire pour s'en protéger est réalisable. Ça ne nécessite pas de lever des verrous technologiques. Par contre, ça nécessite plusieurs étapes parce que c'est des objets complexes. Il faut apprendre à les connaître, on va peut-être en reparler. Voilà. Donc, mais c'est réalisable et comme on est des gens raisonnables parce qu'on n'a pas de risque imminent, on commence donc par ce qui est vraiment faisable. Donc, par exemple, les objets de 1 km de diamètre, on a fini par les répertorier en un peu plus de temps. Il y en a 1000 à peu près, géocroiseurs. Plus de 90% sont connus. Le reste ne nous menacent pas parce qu'ils passent toujours derrière le Soleil. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. Donc, ils sont toujours à l'opposé de la Terre. Et ça a été fait en un peu plus de 10 ans. Mais on n'a pas eu besoin de développer des télescopes énormes, de mettre des budgets. On savait qu'on pouvait le faire. Donc ça, c'est fait. Et c'était la première volonté du Congrès américain qui était vraiment les États-Unis, ceux qui étaient le plus... qui prenaient le risque le plus sérieusement. D'ailleurs, il faut savoir que c'est au niveau de la Maison-Blanche que la défense planétaire, comme on l'appelle, est traitée. Donc tous les rapports viennent de la Maison-Blanche, donc c'est traité, ça fait partie des risques qui sont considérés au plus haut niveau de l'État et qui d'ailleurs, dans un sondage qui avait été fait en 2018 pour les Américains, le sondage disait que ça devrait être la première préoccupation de la NASA. Même moi, j'aurais peut-être pas répondu ça, parce que quand même, par rapport aux autres risques, mais c'est vrai que ça vaut le coup de s'en occuper parce qu'on peut faire quelque chose et on sait que ça prendra du temps pour être prêt et que le jour où ça arrive, il vaut mieux être prêt parce qu'on ne peut pas improviser. Il faut avoir 3 choses, savoir anticiper la menace, savoir que l'objet vient vers nous, savoir quelle méthode on va utiliser pour le dévier, être coordonné à l'échelle internationale pour savoir qui fait quoi. Et tout ça, ça ne s'improvise pas parce que l'objet il arrive très vite. On ne peut pas le savoir suffisamment longtemps à l'avance. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a commencé à s'organiser là-dessus au niveau de l'ONU. Donc moi, je fais partie du comité de pilotage des groupes de travail qu'on a mis en place à l'ONU pour faire face à ce risque. La prédiction, donc les télescopes continuent à faire l'inventaire. Alors maintenant, on essaie d'atteindre les objets plus grands que 140 mètres de diamètre parce que c'est le seuil de catastrophe à l'échelle d'une région, d'un pays. On n'en connaît que 40%, pardon. On cherche les 60%. Mais là encore, les fréquences d'impact, c'est en moyenne tous les 10-15 000 ans. Donc, il n'y a pas de raison de s'affoler, même si le risque zéro n'existe pas. Mais par rapport au risque qu'on prend tous les jours, il reste quand même très faible. Mais voilà, et là, la NASA va lancer un télescope qui s'appelle NEO Surveyor, donc ça sera un télescope spatial en 2028, qui devrait nous permettre de faire l'inventaire de ces objets de plus grands que 140 mètres en 10 ans. Donc ça veut dire que d'ici 2040, on devrait avoir une bonne connaissance de la menace à court terme, probablement nulle, et de la menace à plus long terme, ce qui nous permettra d'anticiper. Parce que le deuxième volet, c'est la prévention. Et la prévention, ça veut dire avoir des techniques de déviation testées qui nous permettent de nous dire qu'une fois qu'on a anticipé une menace et qu'on sait que ça va arriver, on est capable de l'éviter. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit mener en parallèle, qu'on a commencé à mener, puisque au début des années 2000, avec l'Agence spatiale européenne, eh bien, on m'avait sollicité avec 5 autres experts européens pour faire partie d'un comité pour recommander des missions de déviation d'astéroïdes. En fait, pas des missions de déviation, des missions qui portent sur le risque d'impact. Il y avait des missions de détection, il y avait des missions de caractérisation, aller voir la structure interne, et il y avait parmi les missions proposées une mission de déviation qui s'appelait Don Quichotte, c'était une mission avec un projectile appelé Hidalgo. Alors évidemment, maintenant pour nous, Hidalgo, c'est autre chose. Et un orbiteur Sancho, selon le roman de Cervantes. Et donc l'idée, c'était d'envoyer un projectile sur un astéroïde et d'utiliser un orbiteur, un satellite, donc un autre observateur qui observerait l'impact du projectile et mesurerait la déviation. Et on avait fait cette étude à l'Agence spatiale européenne jusqu'à 2007. Et puis c'était resté dans les cartons. Mais c'était recommandé comme la mission à faire par tous les rapports qui traitent de ce problème, à l'ONU, à la Maison-Blanche. Et puis, en fait, c'est dans un congrès sur la défense planétaire qu'avec un collègue américain, on a commencé à rediscuter en disant mais comment est-ce qu'on pourrait se partager l'effort ? Peut-être que ça marchera si, au lieu d'avoir qu'une seule agence qui fait tout, mettons la NASA et l'Agence spatiale européenne font chacun une partie. Et c'est de là qu'ont sont nées les missions DART et Hera. Donc DART étant la mission, le projectile que finalement la NASA a développé et
à utiliser, et Hera étant la mission dont je suis responsable, l'Agence spatiale européenne, qui doit partir voir ce qui s'est passé. Donc la mission DART, elle a été lancée en 2021. Elle a fait le premier test de déviation d'astéroïdes sur un petit corps de 150 mètres qui tourne autour d'un autre corps, puisqu'on a 15% des astéroïdes qui sont des mini-systèmes Terre-Lune. C'est comme la Terre et la Lune, mais en petit. Donc l'équivalent de la Terre, il fait 800 mètres de diamètre, il s'appelle Didymos, et la petite Lune s'appelle Dimorphos, elle fait 150 mètres de diamètre. Et donc l'enjeu, c'était d'arriver à lancer une sonde qui fait un trajet de 10 mois, et qui ne va découvrir l'astéroïde que 50 minutes avant l'impact. Ah oui, ce qui signifie qu'on a 50 minutes pour réagir. Ajuster le tir. Ajuster, réagir. Voilà. Ouais. Et là, évidemment, on est à 11 millions de kilomètres de la Terre, et donc on ne peut pas, avec un joystick comme dans un jeu vidéo, manipuler la sonde. Elle est trop loin, le temps que mettrait le signal pour arriver, sachant qu'elle se déplace à 24 000 km/h. 24 000, hein. C'est 100 fois 240 km/h. Alors, on n'a déjà pas le droit sur l'autoroute, mais 200 fois 120 km/h. Donc, imaginez, vous êtes à 120 sur l'autoroute et vous multipliez par 2, par 10, par 100. C'est énorme, énorme. Et cette sonde est munie d'une caméra qui lui permet de s'orienter et d'un logiciel de navigation intelligente qui lui permet d'identifier des points lumineux sur l'astéroïde sur lequel elle se guide, à partir duquel elle se guide pour taper à trop de vitesse sur le plus petit des deux, parce qu'en plus il y a 2 corps. Donc ça a été fait. Et moi j'étais dans la salle d'opération, j'avais la chance ayant été un des fondateurs de la mission, la NASA avait invité des tas de gens, on était 1000. J'ai une vidéo d'ailleurs où on me voit crier comme un fou. Et c'est vraiment pour ça qu'on fait ça, c'est des moments incroyables. Déjà il y a le moment où et ça c'est particulier de toutes les missions vers les astéroïdes, c'est que comme ces objets depuis la Terre, c'est des tout petits points lumineux, et c'est tout ce qu'on a, quand on fait une mission, le temps qu'elle arrive, ça met des années, la première image qu'on obtient d'une sonde qui nous révèle un nouveau continent à des centaines de millions de kilomètres parfois, c'est un moment incroyable. Parce qu'on passe du point lumineux à un monde géologique. D'ailleurs, d'une complexité à chaque fois qui nous surprend et qui fait que jusqu'à maintenant, toutes les missions qu'on a faites vers ces petits corps nous ont surprises. C'était pas ce qu'on attendait. Jusqu'à maintenant, ça veut dire qu'on est encore loin de les comprendre. Et dans le cas de DART, ça a été le cas. Quand on pense à un astéroïde, on s'imagine un caillou qui dérive dans l'espace, mais on ne soupçonne pas qu'il puisse y avoir autant de diversité géologique. En fait, on pensait que c'était des petits cailloux dans l'espace qui se baladent, voilà. C'est des points lumineux jusque dans les années 90. Et puis on est passé de ce point lumineux à des petits mondes géologiques la première fois quand la sonde Galileo de la NASA, qui allait voir Jupiter, a profité de son trajet pour faire le survol de 2 astéroïdes, dont un, première fois qu'on voyait un corps d'une dizaine de kilomètres de diamètre en forme de cacahuète très allongée, plein de cratères dessus d'ailleurs, ce qui montre que les collisions ont lieu à toute échelle. Et puis le deuxième, avec un petit satellite autour. Donc on avait un gros corps d'une 50aine de kilomètres de diamètre, puis on voit un petit point sur l'image, et on se dit, oula, c'est un pixel défectueux. Ah non, mais c'est un petit corps qui passe avec, comme par hasard à côté, peu probable. Finalement, on s'aperçoit que non, c'est un petit caillou qui tourne autour. Et c'est la première fois que, donc déjà, les premières images, boum. Après, il y en a eu une troisième à la fin des années 90, un astéroïde Mathilde, très sombre, 50 km de diamètre, tout noir, avec des cratères immenses, immenses, la moitié de la taille de l'objet lui-même, et pas qu'un. Et on se disait, mais comment il a pu résister? Normalement, pour faire un cratère aussi grand, l'objet, en fait, ça ne pourrait pas exister. Et ça nous a obligés à revoir. Donc à chaque fois, on a eu des surprises qui nous ont obligés à revoir complètement notre compréhension de ces objets. Et c'est quelque part normal, parce qu'en fait, ce sont des objets qui sont petits. Ils font, même quand ils font une centaine de kilomètres de diamètre, jusqu'à les derniers, Dimorphos 150 mètres, l'attraction à la surface dépend de la masse de l'objet. Donc sur Terre, je suis très attiré. Il faut que je pousse sur mes pieds à une vitesse de 11,18 km par seconde, donc que je fasse 11 km en une seconde, pour m'échapper de l'attraction terrestre. Donc du coup, je suis toujours lié à la Terre, heureusement. Quand je creuse avec ma pelle dans le sable sur les plages, je reste. La poussée est bien sûr bien plus faible que l'attraction de la Terre. La Terre, c'est vraiment un aimant. Quand je suis sur un astéroïde, comme il est beaucoup moins massif, même quand il fait 100 km, tout est sensible. Sur Dimorphos, là, 150 mètres, pour m'en échapper,
il faut que je saute à 6 cm par seconde. Ça veut dire que là, quand je m'excite sur ma chaise en vous parlant, je suis déjà en orbite. Et du coup, c'est très contre-intuitif le comportement de surface parce que nous, on a l'intuition basée sur on grandit sur Terre avec cette gravité terrestre et on n'a pas encore compris comment ça se passe sur un astéroïde. Alors, on fait des modélisations numériques, donc mathématiques, qui prennent en jeu toutes les forces qui interviennent à la surface de ces objets et on réduit la gravité. Par le calcul, on peut le faire. Et puis, on voit comment ça se comporte. Et puis, on se dit, mais c'est très bizarre. Et puis, une fois que les missions sont faites, on s'aperçoit que ça colle et que ça nous permet d'ailleurs de valider nos modélisations. Mais c'est tellement contre-intuitif que c'est très difficile. Et donc, toutes ces missions qui ont eu lieu, parce qu'on vit un âge d'or de l'exploration des astéroïdes, eh bien, nous ont montré des images qui nous ont révélé que ces objets sont des petits mondes géologiques d'une diversité incroyable l'un par rapport à l'autre. Les tailles vont de 950 km de diamètre, donc distance d'ici à l'île, pour le plus gros qui s'appelle Cérès, rond, qui d'ailleurs on l'appelle une planète naine, jusqu'à peut-être 1 million de corps plus grands que 1 km. On a 33 corps plus grands que 200 km, donc on voit qu'on a une distribution de taille très variée, de formes. On a des sphères, on a des toupies, on a des cacahuètes, des patatoïdes, de composition. En fait, de composition, on va peut-être en reparler. Et puis, même sur un seul objet, on a une grande diversité de structures géologiques. Et ça, c'est très intéressant. Parce que ça nous dit que ces objets, ils ont une histoire complexe. Ils sont soumis à des processus dont ces caractéristiques géologiques sont des signatures. On voit des avalanches, on voit des cratères, on voit des particules qui s'éjectent naturellement. On voit des bassins, des espèces de failles. Et tout ça, on essaie de le comprendre parce qu'on est un peu comme des détectives qui allons sur le terrain, enquêter pourquoi il y a cette faille, comment elle a été créée, quel est le processus et pourquoi ça a fait une faille. Et tout ça nous raconte une histoire du système solaire. Et puis la dernière chose, c'est la composition où on s'aperçoit que ces objets ont une grande diversité de composition. Ça, on le sait sur la base des observations qui sont faites par mes collègues astronomes. Moi, je suis plutôt mission spatiale, donc je n'observe pas dans un télescope. Mais on a, y compris à l'Observatoire de la Côte d'Azur, des grands experts de spectroscopie. Donc, on regarde dans quelle longueur d'onde ces objets réémettent la lumière qu'ils reçoivent du Soleil. Et puis, selon les bandes de réémission, ça nous donne quelques caractéristiques de leur minéralogie. Alors, ce n'est pas nécessairement fiable, mais ça nous a permis de classer les astéroïdes dans différentes classes spectrales qui nous disent qu'en gros, on a des objets qui sont riches en matériaux rocheux, silicatés, des objets riches en carbone, en matière organique, en métal, et même en glace et en eau. Tout ça dans une zone qui est entre Mars et Jupiter. Et ça, c'est assez incroyable parce que c'est une zone qui est quand même pas très large. Si je pense à la température qui provient du Soleil, on ne devrait pas trouver des objets glacés. La glace, elle est plutôt stable derrière Jupiter, là où il fait froid. On appelle d'ailleurs la distance où est Jupiter la ligne des glaces, la ligne des neiges. C'est là où l'eau se condense. Donc là, ça a été l'indice qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans le système solaire précoce qui a permis de transférer de la matière formée derrière Jupiter dans le système solaire interne entre Mars et Jupiter, ce qui n'est pas possible dans les conditions actuelles. Et c'est là où des collègues à Nice, dont Alessandro Morbidelli et ses collègues, ont créé des modèles d'instabilité planétaire qui nous ont montré qu'en fait, dans les époques anciennes du système solaire, il y a eu des danses des planètes. Les planètes ont bougé et ça a permis de mélanger du matière formée à grande distance du Soleil avec de la matière formée à petite distance entre Mars et Jupiter. Mais tout ça, la moralité, c'est que c'est en partie grâce aux astéroïdes qu'on a pensé à ça parce qu'il fallait expliquer cette diversité de composition. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ces astéroïdes, vraiment en les étudiant, on a accès à l'histoire du système solaire. Sauf que malheureusement, pour vraiment les comprendre, et là on l'a vu avec DART qui a donc fait son impact, on va y revenir, il faut les toucher pour comprendre ce qui se passe. Donc DART est arrivé à 24 000 km/h sur Dimorphos. Ça, c'était le 26 septembre 2022 à 19h14, heure américaine. Il était 1h14 du matin, heure française. C'est pour ça que malheureusement, les télés n'ont pas retransmis, alors que c'était retransmis en direct dans le monde entier. Les gens ont regardé. Ça a été un des événements les plus regardés de la NASA.
À tel point que Biden, au mois de janvier 2023, avait dit qu'il y a 3 grands succès scientifiques de l'année 2022. C'est le lancement du James Webb, DART et le troisième, Artemis. Lancement d'Artemis, voilà. Donc ça a vraiment été un succès planétaire. Et donc on a réussi à dévier cet objet, mais on n'a pas encore, bien sûr, puisque DART a explosé dans l'astéroïde, on ne sait pas ce qui s'est passé au final. Et donc c'est là que la mission Hera de l'Agence spatiale européenne, telle Colombo dans la série Colombo où on connaît le criminel au départ et après on fait l'enquête, ben c'est un peu comme ça. DART a tapé un astéroïde et maintenant on va mener l'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, dans quel état est cet astéroïde, est-ce qu'on a laissé un cratère, si oui, de quelle taille, ou alors est-ce qu'on a complètement déformé l'astéroïde, ce qui fait partie des possibilités, pour pouvoir valider nos modélisations d'impact et de déviation d'astéroïdes à la bonne échelle, pour qu'on puisse après extrapoler un autre scénario. Parce que pour revenir à notre conversation de départ, on avait dit la prédiction, c'est faire l'inventaire des objets qui sont en train d'être faits, potentiellement dangereux, et là, c'est d'avoir une technique de déviation validée, ce qui est le cas déjà avec la partie DART, qui a tapé donc, et dévié, c'est très bien, mais maintenant on veut quantifier ça et pouvoir en tirer un savoir qui nous permet d'extrapoler à d'autres scénarios avec des modélisations fiables qui nous permettent de savoir quelle énergie il faut donner à une sonde pour dévier en fonction des propriétés de l'objet. Donc Hera va être lancée le 7 octobre depuis Cap Canaveral avec une fusée de SpaceX, une Falcon 9. Elle va d'abord faire un survol de Mars et d'une des lunes de Mars, Deimos, en mars 2025. Ça nous permet de calibrer les instruments en vol. On va observer Mars avec les différents instruments pour les calibrer en vol, parce qu'il y a une différence entre le comportement d'un instrument au sol et dans l'espace, puisque l'espace, c'est dur. C'est pas... Il faut y être pour savoir vraiment comment la sonde fonctionne. Il n'y a pas moyen de simuler l'espace, même si on le fait pour préparer les instruments. On fait des tests de vibration, de vide, d'électromagnétique, mais c'est au moment où on est dans l'espace qu'on comprend le comportement de la sonde. Donc c'est là où on va faire tout ça, et puis arriver en octobre 2026 sur le couple d'astéroïdes, et puis mener l'enquête à partir de décembre 2026 pendant 6 mois au minimum. Après on verra si on étend les opérations, avec quelque chose de très innovant, puisque cette sonde qui fait 1,2 tonne embarque avec elle 2 CubeSats. Vous savez que maintenant... dans le New Space, il y a des petites boîtes qui créent des satellites qui ont des tailles de boîtes à chaussures. C'est incroyable. Donc c'est tout compacté. Et à l'intérieur, on met des instruments. Ça coûte pas très cher et ça permet de faire prendre des risques qu'on ne veut pas faire prendre à la sonde principale. Donc on arrive à proximité de l'astéroïde. La sonde, elle fait son job à distance, 10 km. Elle va faire aussi des approches à 1 km. Mais surtout, elle va déployer ces 2 CubeSats, l'un qui s'appelle Juventas, élaboré par la société GomSpace au Luxembourg et Danemark, et puis l'autre s'appelle Milani, par la compagnie Tivac en Italie. Et l'un d'eux, ce Juventas en particulier, emporte à son bord un radar basse fréquence, dont la responsabilité est française, Alain Eric, professeur à l'Université de Grenoble. Et c'est la première fois qu'avec un radar, on va sonder la structure interne d'un astéroïde. Ça n'a jamais été fait. Pour l'instant, tout ce qu'on sait de la structure interne, c'est des mesures indirectes. Mais là, on va balancer des ondes radio dans l'astéroïde, voir comment elles se réfléchissent. Et selon comment elles se réfléchissent, ça nous donne le degré d'hétérogénéité. Et ça, c'est important parce que la réponse à l'impact de dimorphose dépend de sa structure. Une éponge ou une barre métallique ne réagit pas de la même manière. De la même manière, une roche monolithique ne réagit pas de la même manière qu'un agglomérat de roches empilées les unes avec les autres avec du vide à l'intérieur. Et donc, pour pouvoir interpréter cet impact, il nous faut avoir cette connaissance. Et grâce à ce CubeSat, on va pouvoir le faire. Donc, c'est la première fois. Et en plus, à la fin, ce CubeSat va atterrir sur Dimorphos. Alors, c'est un gros challenge. 150 mètres de diamètre, on n'est pas attiré. Il faut venir très près. Et comme il est muni d'un accéléromètre, quand il va taper la surface, on va pouvoir mesurer les coefficients de rebond. Comment il rebondit. En gros, on cherche au maximum à toucher. Parce qu'on s'est aperçu avec les missions qu'on a faites récemment de retour d'échantillons d'astéroïdes, comme Osiris-Rex de la NASA ou la mission japonaise Hayabusa 2 de la JAXA, qui ont touché l'astéroïde pour en prélever des échantillons, que la réaction de la surface était pas celle attendue. Alors qu'on était resté 2 ans autour de ces astéroïdes avec des images incroyables, on voit des roches de partout, et pourtant, quand les sondes ont touché la surface, elles n'ont senti aucune réaction, comme si on rentrait dans du beurre mou. Et ça, moi, quand je vois des roches, pour moi, c'est solide. Et en fait, je touche, je rentre dedans.
Donc c'est là qu'on s'est dit, ouais, alors on n'en est pas encore au point où sur la base des images, on sait comment l'astéroïde va se comporter mécaniquement. Et ça, c'est essentiel pour comprendre leur histoire, parce qu'on a besoin de savoir modéliser le comportement mécanique, est-ce qu'ils sont résistants ou pas pour remonter le temps, et puis aussi pour préparer les missions futures de déviation, de récolte d'échantillons, ou même les compagnies et les pays qui s'intéressent à les exploiter parce qu'ils contiennent des ressources intéressantes. En t'entendant parler, je me rends compte qu'on a une vision faussée des astéroïdes, parce que je pense que la plupart d'entre nous, quand on pense à un astéroïde, on s'imagine une roche, un gros bloc qui fait corps, et en fait, j'ai plus l'impression que c'est plusieurs petits éléments qui se maintiennent ensemble. Qui sont simplement liés par leur propre attraction. Alors ça a beau être des petits cailloux parfois de quelques dizaines de mètres de diamètre pour faire un corps de 500 mètres. Ce qui a été très étonnant pour nous, et j'ai été le premier d'ailleurs à simuler ça numériquement dans les années 2000 avec des collègues suisses et Paolo Tanga d'ailleurs, l'Observatoire de la Côte d'Azur, on avait simulé, fait la première simulation de destruction d'astéroïdes tels qu'ils se détruisent dans la ceinture des astéroïdes. Et on s'est aperçu que quand on casse un corps aux énergies d'impact qu'on lieu dans cette ceinture, on commence par le pulvériser en tout petits fragments qui font une dizaine de mètres de diamètre. Et après tout, on se dit, ben voilà, une fois qu'ils font une dizaine de mètres de diamètre, ils s'en vont. Parce qu'il y a un petit caillou de 10 mètres, il attire rien. Mais dans ce cas-là, tous les astéroïdes devraient faire 10 mètres. Or, parce que la plupart sont nés de la destruction d'un corps plus gros. Eh ben non, en fait, quand on a fait les simulations, on a vu que tous ces petits corps de 10 mètres, ils ont tendance à se suivre. Du coup, leur vitesse entre eux sont si faibles qu'ils continuent à s'attirer, à se ragglomérer pour reformer des corps qui sont des agrégats. Et ça s'explique pourquoi la plupart ont l'air d'avoir une structure en agrégat. Mais c'est vrai que c'est très bizarre de se dire que un corps de 500 mètres à peine, c'est quoi, 3 fois la taille d'un stade de foot ou 4 fois, a suffisamment d'attraction de ses composants pour être maintenus ensemble. C'est là où c'est très contre-intuitif. Et de la même manière, quand on parle de résistance mécanique, donc de cohésion, de solidité, sur Terre, si je prends une roche classique, sa résistance, c'est-à-dire, par exemple, si je veux presser dessus, la pression que j'ai besoin d'exercer pour la casser, c'est des centaines de millions de pascals. D'accord ? Centaines de millions. Sur un astéroïde, tout se joue à 0,1 pascal. Alors, si je le dis autrement, 1 pascal, c'est en gros la pression d'une feuille d'arbre sur ma main. Quand je mets une feuille d'arbre sur ma main, je la sens même pas. Et ça, c'est déjà très fort sur un astéroïde. Donc, toutes les valeurs sont à revoir. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est ça qui est plaisant aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on va voir un astéroïde, on sait qu'on va avoir des surprises. Parce qu'on s'attend. Alors, une anecdote, par exemple, quand on a fait la sonde OSIRIS-REx de la NASA, donc qui est une sonde qui est allée récolter un échantillon d'un astéroïde, donc les ingénieurs, ils ont besoin de savoir ce que les scientifiques pensent concernant les propriétés de cet objet pour pouvoir concevoir les instruments qui vont, par exemple, récolter de la matière et savoir faire les opérations à proximité. Est-ce que, par exemple, il va y avoir des roches autour quelle précision ils ont besoin d'avoir pour atterrir? Parce que tout ça, plus on est exigeant, plus ça coûte. Et les missions spatiales, quand on les propose, elles sont soumises à des appels à compétition où il y a une enveloppe budgétaire maximale. Dans le cas d'OSIRIS-REx, il ne fallait pas dépasser 800 millions d'euros dans le programme. Voilà. Et tout coûte dans l'espace. Donc du coup, on avait dit aux ingénieurs, écoutez, on a déjà observé un corps de 500 mètres de diamètre, il s'appelait Itokawa, qui avait été fait l'objet d'une mission japonaise en 2005. Et sur Itokawa, on voyait des parties de l'objet qui était rocheux, et puis des parties qui avaient une dimension d'après 50 mètres qui étaient très lisses. C'était pas vraiment ça, mais enfin, il n'y avait pas de rocher très haut. Donc on leur avait dit, écoutez, si vous avez une technique pour descendre sur l'astéroïde avec une précision de 50 mètres, nous, ça nous ira, voilà. Sachant que la récolte a lieu à 300 millions de kilomètres de la Terre. Hein. 50 mètres, c'est rien. C'est déjà incroyable. Bon. On lance la mission en septembre 2016 depuis Cap Canaveral et on arrive le 3 décembre 2018 sur l'astéroïde. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un agglomérat avec une forme de toupie couvert de gros rochers, sans aucune zone telle qu'on l'avait dit aux ingénieurs. Et là, c'est toujours intéressant, je raconte ça dans mon livre parce que j'ai eu la chance d'être dans les salles d'opération à ce moment-là, c'est que les scientifiques, nous, on est toujours contents parce que quand on a eu tort sur nos hypothèses et qu'on ne comprend plus rien, évidemment, c'est ça qu'on aime. C'est le challenge de comprendre quelque chose qu'on n'a pas compris.
Et puis quand on a prédit quelque chose, on est content aussi parce que nos prédictions s'avèrent justes. Donc du coup, quand moi j'ai vu ça, j'ai dit « Waouh, mais c'est incroyable !» Enfin, j'étais excité. À côté, les ingénieurs, ils l'étaient moins parce que du coup, ils commençaient à se dire « Oula, non, 50 mètres, ça va pas le faire. Il faut qu'on revoie tout, sachant que revoir tout, c'est pas ramener la sonde dans le garage. Il faut tout revoir au niveau logiciel, enfin, stratégie d'opération. » Et c'est pour ça que j'ai un énorme... je suis vraiment reconnaissant de tout le travail des ingénieurs du spatial. Et là, je travaille pour la mission Hera avec le CNES, avec l'Agence spatiale européenne. Et c'est des gens extraordinaires, d'une humilité incroyable, parce qu'ils bossent comme des fous pour s'assurer qu'on va pouvoir faire la science qu'on veut faire, sachant que nos hypothèses sont peut-être fausses, donc ils ont une énorme flexibilité. Et souvent, après, ils restent dans l'ombre parce que les découvertes, c'est nous qui les publions. Et voilà, on vient discuter, alors que derrière, moi j'ai vraiment l'esprit d'équipe, parce que même si, c'est vrai que je parle souvent dans les médias, mais je ne suis que la vitrine d'un magasin qui contient un nombre de gens absolument incroyables, dévoués, qui font des efforts, et y a rien ne se ferait sans l'action de chacun d'eux. Et c'est un peu ce que je dis aux jeunes, ce que je constate dans le spatial, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde tant qu'on est passionné, persévérant. On n'a pas besoin d'être le génie du moment. Il y a place pour tout le monde parce que c'est du travail d'équipe multidisciplinaire, il faut toutes les compétences. On s'accommode de différents niveaux de compétences et c'est incroyable. Et c'est comme ça que dans Osiris-Rex, fort de l'aide de Brian May, le guitariste de Queen, parce que on avait ce problème que sur cet astéroïde Bennu, il y avait des rochers de partout. Et on avait une contrainte, c'est qu'il ne fallait pas que les rochers soient plus hauts que 1 mètre pour pouvoir atterrir, parce que la sonde avait un bras qui fait 3 mètres de long et il fallait que les rochers soient en dessous. Donc pour être sûr, on disait 1 mètre. Et avec les images à 2 dimensions qu'on reçoit, on reçoit des images en 2 dimensions, on peut mesurer des hauteurs sur la base des ombres qu'on voit, mais bon, rien ne vaut la 3e dimension, de voir les choses en 3 dimensions, c'est comme ça qu'on voit les profondeurs, etc. Et il se trouve que Brian May, le guitariste du groupe Queen, est un expert de stéréoscopie. Et donc, en lui donnant des images prises à 2 angles différents d'un astéroïde, il est capable de les convertir en images 3 dimensions. Ce qui paraît simple, parce qu'on le fait avec nos yeux, et des gens qui font de la stéréoscopie, j'en connais plein. Mais dans le cas d'une mission spatiale vers un astéroïde, ce qui est compliqué, c'est que c'est simple de le faire quand on peut prendre 2 images quasiment simultanément à 2 angles différents. Mais quand on prend une image, puis une autre un peu plus tard, et que toutes les ombres ont changé parce que l'objet il a tourné sur lui-même, alors là c'est un chaos total. Et Brian a ce talent d'arriver à réaligner tout, à nous faire des choses. Et on a utilisé ces cartes 3 dimensions pour trouver des zones qui permettaient d'atterrir. Et malheureusement, la dimension maximale des zones où on pouvait atterrir était que de une dizaine de mètres. Donc les ingénieurs ont dû revoir complètement leur stratégie et en l'occurrence augmenter l'autonomie de la sonde, puisque à 300 millions de kilomètres de la Terre, on ne peut pas la guider par nous-mêmes, mais il y avait une phase quand même un peu manuelle. Et là, en fait, on a fait des descentes sur l'astéroïde, plusieurs, où on a nourri la sonde avec des catalogues d'images. On a fait du machine learning, comme on l'appelle. On a éduqué la sonde à reconnaître par elle-même les rochers dangereux. Et le 20 octobre 2020, on a donc tout retardé à cause de ça, plus la pandémie entre-temps. Enfin, ça a été compliqué. Et le 20 octobre 2020, elle a réussi avec un incroyable succès à récolter des échantillons grâce à ces ingénieurs qui ont dû faire face à nos hypothèses fausses et à devoir réajuster le tir. Et voilà, c'est ça le spatial, c'est vraiment des aventures dignes des meilleurs épisodes d'Indiana Jones, parce qu'on a des surprises, on a des rebondissements, on a des choses qui se passent mal, on les corrige, d'autres qui se passent bien, et c'est un peu ce que je décris dans mon livre, en particulier pour la première mission Hayabusa japonaise, où il y a plusieurs épisodes, chaque épisode commence très mal. Et pourtant, à la fin, on a réussi à faire des choses, on a appris, etc. Et ça, je trouve que c'est génial. Et pour toutes ces missions dont tu nous parles, j'imagine qu'il y a beaucoup de choix dans les astéroïdes sur lesquels vous pouvez vous poser. Comment vous faites pour choisir un astéroïde plutôt qu'un autre ? Quels sont les critères que vous utilisez ? Oui, alors d'abord, il y a un critère, quel est l'objectif principal de la mission ? Donc on va dire, par exemple, je veux aller, comme l'ont fait Hayabusa 2 de l'agence spatiale japonaise, de la NASA,
je veux adresser la question de l'émergence de la vie sur Terre. Donc, à la fin de la formation de la Terre, on sait qu'il y a eu beaucoup d'impacts. D'ailleurs, les modèles faits à Nice le disent. Et il se pourrait que ces impacts ont apporté tous les ingrédients qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre, à savoir l'eau et la matière carbonée, les matières organiques, les acides aminés, etc. Donc, pour pouvoir vérifier ces scénarios, eh bien, l'idée, ça serait d'aller récolter des échantillons d'astéroïdes d'un type qui semble dire qu'ils sont riches en ces éléments, on n'en est jamais sûr, pour les ramener sur Terre. Pourquoi ? Parce que c'est la seule manière d'accéder au niveau de précision permettant de répondre à ces questions. Dans les laboratoires terrestres, et on a un cosmochimiste à Nice, Lily Bourrel, qui analyse en ce moment les échantillons ramenés par la mission Osiris-Rex, eh bien, on peut avoir des niveaux de précision incroyables qu'on n'aura jamais avec des instruments qu'on embarque dans l'espace. Parce que dans l'espace, on amène des choses très limitées. Et donc, alors déjà, qu'est-ce qu'on fait ? On va regarder dans tous les astéroïdes quels sont ceux qui sont potentiellement carbonés. Donc, on a une base de données, on regarde. Après, l'autre critère, c'est, comme on doit se poser dessus, il faut qu'on sache en combien de temps il tourne sur lui-même. Pourquoi ? Parce que en mesurant les taux de rotation des astéroïdes, on peut le faire depuis la Terre d'ailleurs, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des astéroïdes qui tournent, ils font un tour en plusieurs semaines. Donc, on a un coucher de soleil et un lever de soleil tous les 3 semaines. C'est des longues journées et des longues nuits. Mais on a des astéroïdes qui tournent en moins d'1 minute, et même en quelques secondes sur eux-mêmes. Et là, se poser sur un truc qui tourne en 1 seconde, on se prend le mur en pleine figure. Donc déjà, il faut que parmi tous les objets potentiellement carbonés, on ne retienne que ceux dont on connaît la fréquence de rotation. Elle n'est pas connue pour toutes. Et qu'on se donne un critère de fréquence de rotation minimum. Donc genre 3 heures, 3 heures et demie selon les agences. Au minimum, il faut qu'il tourne sur lui-même en 3 heures, 3 heures et demie. Et déjà, ça en élimine d'autres. Alors déjà, après, il en reste quelques-uns. Et ensuite, parmi ceux-là, il faut qu'on retienne que ceux qui sont accessibles par une mission spatiale depuis la Terre dans les coûts qui sont le coût limite pour être sélectionnés. Et alors là, ça en élimine énormément. Parce que alors, l'avantage qu'on a avec les astéroïdes géocroiseurs, c'est pour ça qu'on a fait ça sur des astéroïdes géocroiseurs jusqu'à maintenant, c'est que certains, en termes énergétiques, pour une fusée, sont plus aisément accessibles que la Lune. Mais pas tous, il y en a quand même. Quand on a pris la composition qu'on veut, la fréquence de rotation, la taille aussi, il ne faut pas qu'ils fassent 50 mètres, parce qu'atterrir sur un truc de 50 mètres, les Chinois vont le faire. Mais les Américains et les Japonais n'étaient pas prêts, donc il fallait au moins qu'ils fassent 200-300 mètres de diamètre. Alors déjà, on en élimine plein. Et au final, d'ailleurs, quand on a étudié la faisabilité d'Hayabusa 2 Osiris-Rex, en l'occurrence, il en restait que 2. La cible d'Hayabusa 2, la cible d'Osiris-Rex. Eh oui, parce que le problème dans le budget, qu'est-ce qui intervient ? L'énergie que j'ai besoin d'impulser pour sortir de l'attraction terrestre, aller dans l'espace interplanétaire et rejoindre l'astéroïde. Et selon ce qu'il faut des énormes fusées, et le coût du lancement explose. Ou alors, il faut beaucoup de temps, et le coût des opérations explose, parce qu'il faut payer chaque année les ingénieurs des opérations qui suivent la sonde, etc. Donc, il faut limiter le temps de la mission au maximum, limiter l'énergie qu'il faut pour l'atteindre depuis la Terre. Et quand on prend tout ça, ça réduit évidemment le nombre de cibles accessibles. Donc c'est un jeu comme ça qu'il faut faire. Qu'il soit pas trop loin, qu'il tourne pas trop vite sur lui-même, qu'il soit pas trop petit. Ouais, ça. Après, encore une fois, toute une question de budget et des risques qu'on est capable de prendre, parce que les Chinois vont envoyer l'année prochaine une mission qui s'appelle Tiawen-2, qui, elle, vise à récolter l'échantillon d'un astéroïde qui est un quasi-satellite de la Terre. Donc, c'est un petit objet qui tourne autour du Soleil en même temps qu'il tourne autour de la Terre. Et il fait à peine 30 mètres de diamètre. Et il tourne en 28 minutes sur lui-même. Donc, il a tout faux pour les agences, je dirais, conservatrices en termes de risque minimisé. Puisqu'il tourne très vite sur lui-même, il est tout petit. Et je dois dire que je suis assez fasciné des risques qu'ils veulent prendre. Bien sûr, ils sont dans un objectif de démonstration technologique. Ils invitent les scientifiques à participer. Moi-même, je discute avec mes collègues chinois. On a d'ailleurs publié récemment un papier dans Nature Astronomy qui montre que ce petit objet serait peut-être en fait un fragment de la Lune. On a même peut-être identifié le cratère duquel il provient. Et tout ça, on va pouvoir le tester avec cette mission, puisqu'elle va ramener un échantillon. On va voir si effectivement il est de composition lunaire. Mais c'est super... je ne vais pas le dire du franglais, donc c'est un énorme défi.
d'arriver à se poser sur un astéroïde qui va à peine 30 mètres. En l'occurrence, on peut se poser qu'au pôle, parce qu'à l'équateur, la force centrifuge est trop forte. Au pôle, évidemment, on est au pôle, ça ne tourne pas. Mais comme on ne connaît pas l'axe de rotation de l'objet, peut-être qu'il tourne dans n'importe quel sens. Voilà. Et ça, c'est le problème. C'est que quand on soumet une mission à une agence spatiale, il y a un équilibre entre les risques qu'on veut prendre et on est obligé d'en prendre parce qu'on va voir des mondes nouveaux. Et la science qu'on veut faire, etc. et les budgets. Voilà. Et c'est là où parfois on se bat parce que les agences ont tendance à vouloir minimiser les risques. Et minimiser les risques, ça veut dire mettre énormément de redondance, faire des choses qui parfois n'amènent pas à des grandes découvertes parce qu'on a voulu trop minimiser les risques. Et ça, c'est quelque chose contre lequel je me bats. C'est pour ça que je suis très content que la mission Hera de l'Agence spatiale européenne a été une mission qui est sortie un petit peu des standards de développement parce qu'on l'a développée en 4 ans, ce qui est extrêmement court dans le spatial, et qu'on a une autre mission pour faire la transition, pour aller voir Apophis, où là, les échelles de temps sont encore plus courtes. Alors oui, justement, le 13 avril 2029, un astéroïde du nom d'Apophis passera relativement proche de notre planète, et on a entendu beaucoup de choses sur cet astéroïde, et notamment beaucoup de fausses informations. Est-ce que tu peux nous dire si cet astéroïde représente un danger pour nous ? Alors, sans faire de publicité, de toute façon, je gagnerai là-dessus, j'ai fait une série de 4 épisodes d'un petit podcast de 10 minutes chacun sur l'histoire de la découverte d'Apophis et tout ce que ça... La révolution, en fait, qu'il a créée dans la communauté, qui a permis de mettre en place ces groupes de travail à l'ONU pour avoir une organisation coordonnée pour répondre au problème du risque d'impact, parce que les premières probabilités d'impact, quand on l'a découvert en 2004, décembre 2004, étaient quand même assez élevées. Alors, elles ont été éliminées, du coup, heureusement, il n'y a aucun risque. Et en fait, le vendredi 13 avril 2029, on a une chance incroyable, parce que ça se produit qu'une fois tous les quelques millénaires. On a un objet de 340 mètres de diamètre, donc 3 fois la taille d'un stade de foot, tout petit, qui va passer à 32 000 km de la Terre, donc à l'intérieur de l'orbite des satellites géostationnaires qu'on envoie dans l'espace. Et plus de 2 milliards de personnes, y compris à Nice, donc l'Europe, l'Afrique, vont voir sa lumière à l'œil nu. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est un moment qui va être resté dans les mémoires, à un tel point, c'est qu'on vient de faire valider par l'ONU, donc on a fait une proposition, j'en faisais partie, pour que l'année 2029 soit l'année internationale des astéroïdes de la défense planétaire. Ça a été présenté au comité d'utilisation pacifique de l'espace de l'ONU à Vienne la semaine dernière, et c'est acté. Et ça va permettre d'organiser dans le monde entier des événements pour sensibiliser le public à cette thématique, et pour les rassurer, on s'en occupe, leur expliquer ce que sont les astéroïdes, avec ce moment incroyable du passage de cet objet qui devrait subir les forces de marée dues à la Terre, et donc lui ne nous perturbera pas du tout. Il n'y a aucun risque, c'est un spectacle magnifique, et au contraire, c'est la Terre, les forces de marée peuvent éventuellement perturber sa surface, et c'est quelque chose qu'on voudrait voir, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on a interagi avec un astéroïde, on a été surpris de la réaction, et là, c'est génial, parce qu'on n'a même pas besoin de faire l'interaction nous-mêmes, ce qui a été le cas jusqu'à présent, la nature va la faire pour nous. Il va passer près de la Terre, et les forces de marée terrestres, phénomènes naturels, vont nous permettre de voir comment un astéroïde se comporte lorsque des forces naturelles s'exercent sur lui. Mais pour ça, il faut qu'on envoie une mission spatiale. Et c'est là que, en Europe, à l'Agence spatiale européenne, on étudie une mission qui s'appelle Ramsès, dont la décision de la faire ou pas se joue maintenant, parce qu'il faut pouvoir la lancer en 2028 pour qu'elle atteigne Apophis à temps. Apophis ne nous attendra pas. Lui, il passe le 13 avril 2029. Il faut qu'on arrive au moins 1 ou 2 mois avant pour étudier ses caractéristiques avant la rencontre et puis voir comment les forces de marée peuvent éventuellement le perturber. Sachant qu'une autre mission, la mission Osiris-Rex, qui a ramené un échantillon d'astéroïdes sur Terre le 23 septembre 2024, la sonde, elle est repartie pour rejoindre Apophis. Elle a pris le nom d'Apex, Apophis Explorer, mais elle n'arrivera qu'un mois après la rencontre. Alors, elle va nous donner des données magnifiques parce qu'elle a des instruments extraordinaires. Elle va même utiliser ses propulseurs pour faire des perturbations de surface. Mais il nous faut une mission avant pour pouvoir savoir ce qui s'est passé pendant la rencontre. Alors, cette mission Ramsès, l'idée, c'est de réutiliser, puisque 4 ans dans le spatial, c'est rien du tout, c'est de réutiliser la même plateforme que la sonde Hera pour gagner du temps, puisqu'on sait faire cette plateforme, elle va être lancée. Et donc, la réutilisation, évidemment, on gagne du temps, on ne part pas de zéro.
toujours avec 2 CubeSats, et de pouvoir ainsi lancer en 2028. En gros, mon objectif, sur ça que je me bats pour cette mission, et je pense que ça va se faire, mon objectif, il y en a 2. C'est d'abord d'arriver à faire des missions plus rapides. À l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui est une agence formidable, hein. Il y a un programme scientifique, mais on voit que les échelles de temps des missions sont très longues. Et ayant eu l'expérience moi-même de me battre pour 2 missions dans le programme scientifique, donc j'ai passé 7 ans de ma vie à ça, elles ne sont pas passées au final, hein, au moins ça m'a permis de voir comment se font les missions et de comparer avec ce qu'on a fait avec ERA. Et là, je me dis qu'il y a peut-être un schéma de mission qui permet d'aller plus rapidement. Alors, on le fait pour ERA. Si on arrive à démontrer pour Ramsès que ce même schéma arrive vraiment à aller rapidement, ça peut peut-être inspirer le programme scientifique pour revoir un peu. Je serais désireux d'en rediscuter avec la nouvelle directrice de l'Agence spatiale européenne, du programme scientifique de l'Agence spatiale européenne, pour pouvoir faire ça. La deuxième chose, c'est que dans le cadre de la défense planétaire, on veut pouvoir, le Decadal Survey, qui est en gros un rapport émis par les scientifiques américains à la NASA, fournissant les objectifs que devrait avoir la NASA. Un des objectifs de ce Decadal Survey est qu'il faut arriver à faire des missions de reconnaissance rapide d'astéroïdes, parce qu'on pourrait être soumis au problème qu'un objet arrive vers nous trop rapidement, et si on veut s'assurer qu'on va le dévier, on voudrait envoyer une mission précurseur qui va aller le voir, nous dire de quoi il est fait, pour mieux affiner la conception de la mission qui va le dévier. Donc, savoir, en gros, fabriquer des sondes rapidement. Et 4 ans dans le spatial, c'est très rapide. Et donc, l'idée avec Ramsès, c'est de réutiliser la plateforme d'ERA, les CubeSats, et d'aller voir Apophis pour pouvoir voir ce qui se passe. Et ce qui est super, c'est que la France, donc le CNES, soutient cette mission, et en particulier le financement d'un sismomètre. Donc là, on aurait un des 2 CubeSats qui serait déployé par ERA, qui se poserait sur Apophis, et qui poserait un sismomètre, et le sismomètre mesurerait les ondes sismiques. L'astéroïde va vibrer quand il va être soumis aux forces de marée terrestre, et en mesurant la caractéristique des ondes sismiques, on remonte à la structure interne. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça n'a jamais été fait, ce qui est d'ailleurs incroyable, puisqu'on a des décennies d'expérience de sismologie sur la Lune, sur la Terre et sur Mars, avec la mission InSight de la NASA, avec un instrument français. Et là, mon ancienne étudiante Naomi Murdoch, qui a fait sa thèse à Nice, qui est maintenant à Supaéro à Toulouse, eh bien, elle propose de développer ce sismomètre, dont une partie a été développée dans le cadre d'un contrat européen que j'ai coordonné dans le programme H2020. L'Europe nous aide énormément à financer nos recherches. On a commencé à développer ce petit sismomètre, un petit géophone petit, qui serait mis avec un CubeSat, et on pourrait pour la première fois faire de la sismologie sur un astéroïde, ce qui est assez incroyable. Et la France finance aussi un radar basse fréquence, qui est en fait le même radar qui est sur ERA, et qui nous permet de sonder la structure d'une autre manière, cette fois-ci avec des ondes radio. Et ça, c'est génial, parce que si Ramsès se fait, alors moi, en tant que scientifique, je suis intéressé par le volet scientifique, mais il se trouve que je suis vraiment, et je l'admets, mais sans aucun problème, je mets à la même niveau de priorité le fait de vulgariser, de parler avec le public que mes recherches. C'est pour ça que je réponds toujours oui aux médias. C'est pas pour montrer ma bobine, c'est parce que je me dis qu'on vit de telles choses que j'ai pas envie de les vivre toute seule, et je me bats pas pour moi, je me bats pour montrer au public ce que l'intelligence humaine est capable de faire quand elle est au service de la connaissance. Et si on utilise les mêmes approches sur Terre, on peut résoudre des défis incroyables, défis climatiques, etc. Donc c'est vraiment ce rôle de messager, puisqu'il se trouve que les médias m'aiment bien, je le fais volontiers. Et dans le cadre de Ramsès, voilà, je mets autant le plaisir scientifique que le plaisir de pouvoir fournir au public, pendant qu'ils verront la lumière à l'œil nu, les images prises par la sonde de l'astéroïde sur place. Donc on imagine, mon rêve, c'est de voir un enfant en train de regarder l'image de la lumière de l'astéroïde, et puis sur son téléphone ou son écran, ou sur un grand écran, de voir l'astéroïde lui-même. C'est comme quand ceux qui ont vu les astronautes d'Apollo 11 à la télé sur la Lune, et qui voyaient la Lune dans le ciel. Ça reste dans la mémoire collective. Et on a besoin de ça. C'est une manière d'inspirer les jeunes. C'est comme Thomas Pesquet qui a suscité des vocations, parce qu'il montrait des images depuis l'ISS, etc. Et il nous faut ce genre de choses. On sait maintenant ce qui inspire les jeunes, le public, et ces aventures-là, ça les inspire. Donc il faut maximiser au maximum la communication publique, et ça, l'ESA l'a bien compris. C'est quelque chose qui n'existait pas encore
à l'Agence spatiale européenne il y a quelques années. Rosetta a beaucoup aidé, la mission Rosetta vers une comète. Où ils ont Après, c'est un problème de budget. Ils n'ont pas le budget de la NASA au niveau communication. Mais ceux qui font la communication à l'ESA sont extraordinaires. Ils auraient plus de moyens, ils feraient aussi bien que la NASA. Et on a fait des efforts. Vous pourrez trouver des dessins animés sur Hera qui racontent Hera. Il y a plein d'épisodes dans toutes les langues. Pour Ramsès, cette idée d'envoyer les images, l'ESA, évidemment, elles n'ont pas besoin de moi pour y avoir pensé. Et donc, on a vraiment ce désir de communiquer à fond parce que ça inspire et voilà, on a besoin de faire rêver un peu les gens. Et j'espère que ce passage d'Apophis sera une belle occasion. Si Ramsès se fait, ce qui se décide maintenant avec une grande contribution de jeunes parce qu'on embarque des tas de jeunes dans ces aventures. Lorsque cet astéroïde Apophis passera près de nous, est-ce qu'on pourra le voir à l'œil nu avec les reflets du soleil ou est-ce qu'il sera assez près pour qu'on puisse le voir, l'observer depuis la Terre ? Oui, alors c'est pour les astronomes amateurs, ça sera une magnitude 3. Donc il faut vraiment un bon ciel pour voir la lumière. Ça ne sera pas un flash dans le ciel. Mais dans les bonnes conditions, on le verra. Et puis sinon, avec des jumelles. Et on va s'assurer d'organiser ce qu'il faut dans des tas de parties où il est visible pour que s'il y a des nuages quelque part, d'autres le voient. Et donc de toute façon, il y aura quelque chose à voir. On va certainement organiser à Nice quelque chose. D'ailleurs, la NASA m'avait suggéré d'organiser la conférence de défense planétaire qui a lieu tous les 2 ans à Nice au moment du passage d'Apophis. Et d'ailleurs, c'est toujours dans les cartons. Ce qui serait génial parce que là, on aurait toutes les agences ici, la communauté scientifique, et on pourrait faire profiter. Je sais que notre maire, le maire de notre ville, qui soutient à fond nos efforts, et je lui en suis d'ailleurs très reconnaissant, adore cette idée. Donc, on aura le soutien local s'il est réélu, évidemment, puisqu'il y a des élections entre-temps. Mais voilà, on a un bon soutien local et c'est vrai que c'est tellement bon de voir. Moi, c'est ce qui me plaît le plus. Il y a 2 choses qui me plaisent dans mon métier. C'est quand comme je disais, j'ai la chance d'avoir les premières images d'un nouveau corps dans le spatial. C'est pour ça que je me bats pour les missions spatiales. Et puis de voir briller les yeux des jeunes quand je parle et quand je leur montre ce qu'on fait. Le 30 juin, c'est le jour des astéroïdes. Tous les ans, l'ONU a officialisé ça et à partir d'un mouvement cofondé par Brian May, guitariste de Queen, que j'ai vite rejoint. Et on fait des événements tous les ans à la télé, basés au Luxembourg. Et là, j'étais au Luxembourg et je suis allé dans des classes. Et en particulier, je suis allé voir 300 élèves dans une classe mais ils avaient 11 ans. Mais il fallait voir leurs yeux. Voilà. Là, je me dis, ok, je sais pourquoi je fais ça. C'est surtout ça, de me dire qu'au moins, voilà, même s'il n'y en a qu'un qui finalement aura le goût de la connaissance, sera curieux, c'est déjà mieux que 0. Et si je peux apporter ma petite contribution, vu qu'apparemment ça passe bien, je le fais volontiers. Et à chaque action que je mène dans mes recherches, j'ai toujours ça en tête parce que ça marche bien. Les gens adorent l'espace. Écoute, merci beaucoup Patrick, je te propose qu'on s'arrête là. En tout cas, on est ravis de t'avoir reçu sur le podcast. Et pour aller plus loin, on peut lire ton livre « À la rencontre des astéroïdes, les missions spatiales et la défense de la planète ». Et on peut également écouter ton podcast « Astro Roche », qu'on peut retrouver où d'ailleurs ? On le trouve sur Apple Music, Deezer, enfin partout. L'idée, c'est des petits podcasts de 10 minutes. Comme ça, ça prend pas beaucoup de temps si vous avez 10 minutes. Et j'aborde à chaque fois un thème. Et quitte à revenir dessus, puisqu'on fait à chaque fois 10 minutes. Voilà. J'espère que ainsi pouvoir montrer la richesse de cette thématique incroyable qui va continuer parce qu'il y a une actualité tout le temps. Moi, franchement, j'ai au moins un journaliste par jour qui m'interroge parce qu'à chaque fois, il y a une actualité. Donc, et puis comme ça, au moins, c'est des informations en principe fiables parce que je suis dedans et que ma volonté, c'est de montrer comment la science marche et avec l'humilité de dire quand on ne sait pas ou ce qu'on sait. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. C'était un plaisir. Intervalle, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans un prochain épisode où un chercheur ou une chercheuse d'Université Côte d'Azur viendra partager avec nous ses sujets de recherche. Intervalle est un podcast produit et proposé par le service Sciences et Sociétés d'Université Côte d'Azur.